Chapitre 14. On est à la moitié. Au secours. Journal de Mina Harker. 23 septembre. Après une nuit assez mauvaise, Jonathan va cependant mieux aujourd'hui. Je suis bien aise qu'il ait beaucoup de travail, car cela l'empêche de penser sans cesse à ces choses terribles. Ah, je me réjouis vraiment de le voir aborder ces nouvelles responsabilités, car je sais qu'il s'en montrera digne, capable de les assumer quelles qu'elles soient. Il s'est absenté pour toute la journée et m'a dit qu'il ne rentrerait pas pour le lunch. Mes petits travaux de ménage sont faits de sorte que je vais m'enfermer dans ma chambre pour lire ce journal qu'il a écrit durant son séjour en Transylvanie. 24 septembre. Hier soir, il me fut impossible d'écrire une ligne, bouleversée que j'étais par ce récit incroyable. Pauvre chéri. Que tout cela soit vrai ou seulement imaginaire, en tout cas, il a dû beaucoup souffrir. Je me le demande, y a-t-il là-dedans une part de vérité ? A-t-il décrit toutes ces horreurs après avoir eu sa fièvre cérébrale ou bien est-ce que celle-ci a été causée par ces horreurs mêmes ? Je crois que je ne le saurai jamais, puisque je n'oserai jamais sans doute lui en parler. Et pourtant, cet homme que nous avons vu hier, Jonathan semblait être certain de le reconnaître. Le pauvre garçon. Sans doute était-ce l'enterrement de notre grand ami qui l'avait ému et troublé au point de lui remettre à l'esprit ces pensées aussi bizarres que lugubres. Lui-même y croit réellement. Je me souviens de ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage. À moins que quelque grave devoir ne m'oblige à y revenir, endormi ou éveillé, fou ou sain d'esprit. Ce conte redoutable formait donc le projet de venir à Londres. S'il est, en effet, venu à Londres avec ses nombreux millions, eh bien, oui, un très grave devoir va nous incomber et, pour rien au monde, nous ne devrons reculer devant cette tâche à accomplir. Je vais dès maintenant m'y préparer. Je vais transcrire ce journal de mon mari à la machine à écrire de sorte que, s'il le faut, nous le ferons lire à d'autres personnes, s'il le faut absolument. Mais dans ce cas, de nouvelles souffrances seront épargnées à Jonathan, car c'est moi qui expliquerai toute l'affaire afin qu'il n'ait pas, lui, à s'en préoccuper. D'ailleurs, s'il se remet complètement, peut-être désirera-t-il lui-même m'en parler. Je pourrai alors lui poser de nombreuses questions, découvrir tout ce qui s'est passé et, une fois au courant de la vérité, le réconforter de mon mieux. Lettre de A. Van Helsing à Mrs. G. Harker, confidentielle. 24 septembre. Chère madame, je vous prie de bien vouloir me pardonner si je prends la liberté de vous écrire. Mais je suis déjà un peu votre amie puisque c'est moi qui ai eu le pénible devoir de vous annoncer la mort de Miss Lucy Westenra. Avec l'aimable permission de Lord Godalming, j'ai lu tous les papiers, toute la correspondance de Miss Lucy car je m'occupe de certaines affaires la concernant et qui sont de première importance. J'ai trouvé, notamment, certaines lettres que vous lui aviez écrites. Lettres qui témoignent de la grande amitié que vous aviez l'une pour l'autre. Ah, Madame Mina, au nom de cette amitié, je vous en supplie, aidez-moi. C'est pour le bien des autres que je vous le demande, pour réparer le mal qu'on leur a fait, pour mettre fin à des malheurs plus terribles sans doute que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Voudriez-vous me permettre de vous rencontrer ? Vous pouvez avoir confiance en moi. Je suis l'ami du docteur John Seward et l'ami de Lord Godalming. Vous savez, l'Arthur de Miss Lucy. Mais, pour le moment du moins, je ne veux pas les mettre au courant de ce que je vous demande. Je viendrai vous faire visite à Exeter aussitôt que vous me le direz, au jour et à l'heure qui vous conviendront. J'espère que vous me pardonnerez, madame. J'ai lu vos lettres à la pauvre Lucie. Et je sais combien vous êtes bonne et aussi combien votre mari a souffert. Je vous demanderai donc encore, si cela se peut, de le laisser dans l'ignorance de tout ceci, de peur que les choses dont j'ai à vous parler ne nuisent à sa santé. À nouveau, je vous prie de m'excuser, de me pardonner. Van Helsing. Télégramme de Mrs. Harker au Dr. Van Helsing, 25 septembre.
Venez aujourd'hui même par le train de 10h15, si cela vous est possible. Je suis chez moi toute la journée. Wilhelmina Harker. Journal de Mina Harker, 25 septembre. Je ne puis m'empêcher de me sentir fort excitée maintenant qu'approche l'heure de la visite du docteur Van Helsing. Car, je ne sais trop pourquoi, j'espère que cela jettera pour moi quelques lumières sur la triste épreuve qu'a subie Jonathan. D'autre part, comme ce médecin a soigné Lucie dans les derniers temps de sa maladie, il me dira sans doute tout ce qu'il sait à ce sujet. Du reste, c'est bien de Lucie et de ses accès de somnambulisme qu'il désire me parler et non de Jonathan. Il faut que je m'y résigne. Je ne saurai jamais la vérité sur ce voyage. Mais que je suis stupide. Voilà que le journal de Jonathan s'empare de mon imagination et l'influence au point que je ne peux plus dissocier ce récit du moindre incident de mon existence. Évidemment, c'est de Lucie qu'il vient me parler. Elle avait eu ses nouvelles crises de somnambulisme et cette escapade sur la falaise, quel souvenir affreux, a dû la rendre bien malade. De fait, tout occupée de mes propres soucis, j'avais oublié qu'elle nous donnait alors beaucoup d'inquiétude. Sans doute a-t-elle raconté elle-même au docteur Van Helsing son aventure sur la falaise et lui a-t-elle dit que c'est moi qui étais allée l'y rechercher. Et maintenant, assurément, il désire en apprendre de moi tous les détails afin de compléter sa documentation. J'espère que j'ai eu raison de ne pas parler de cette terrible nuit à Mrs. Westenra. Je ne me pardonnerai jamais si, à cause de cela, l'état de Lucie avait empiré. Et j'espère aussi que le docteur Van Helsing ne m'en voudra pas. J'ai eu ces derniers temps tant de chagrin et d'inquiétude que je sens qu'il me serait impossible d'en supporter davantage. Sans doute les larmes font-elles du bien parfois. Sans doute rafraîchissent-elles l'atmosphère comme le fait la pluie. Est-ce la lecture de ce journal hier qui m'a émue à ce point? Et puis Jonathan m'a quittée ce matin pour ne rentrer que demain. C'est la première fois depuis notre mariage que nous serons séparés aussi longtemps. J'espère qu'il sera prudent, que rien ne viendra le troubler. 2 heures viennent de sonner. Le docteur sera bientôt ici. Je ne lui parlerai pas du journal de Jonathan, à moins qu'il ne désire le voir. Quant à mon propre journal, je suis bien aise de l'avoir recopié à la machine. Je pourrai le lui donner à lire s'il veut connaître les détails au sujet de Lucie. Cela nous évitera, à lui des questions pénibles, à moi des explications plus pénibles encore. Un peu plus tard, il est venu et reparti. Quel entretien! La tête me tourne encore. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Se peut-il que tout cela soit possible? Ou même seulement une partie de tout cela? Si je ne venais pas de lire le journal de Jonathan, jamais je n'aurais cru un mot de cette histoire. Pauvre, pauvre Jonathan. Il a dû souffrir, je m'en rends compte maintenant au-delà de toute expression. Dieu veuille que ce que je viens d'apprendre ne soit pas pour lui un nouveau calvaire. J'essaierai de lui taire les révélations que m'a faites le docteur Van Helsing. D'autre part, ne serait-ce pas pour lui une consolation, une aide en quelque sorte, même si les conséquences devaient en être difficiles, d'avoir enfin la certitude que ni ses yeux, ni ses oreilles, ni son imagination ne l'ont trompé, que tout peut s'être réellement passé comme il le croit. Il se peut que ce soit le doute qui lui fasse tant de mal, que le doute une fois dissipé et la vérité prouvée, peu importe par quel moyen, il se sente rassuré et soit plus capable de supporter ce choc. Le docteur Van Helsing doit être un homme très bon, autant qu'un médecin remarquable puisqu'il est l'ami d'Arthur et du docteur Seward, et que ceux-ci l'ont fait venir de Hollande pour soigner Lucie. Du reste, rien qu'à le voir, j'ai compris sa généreuse nature. Quand il reviendra demain, sûrement, je lui parlerai de Jonathan et de sa terrible expérience. Et plaise à Dieu que toutes nos angoisses nous mènent finalement, mais après combien de temps encore, à la tranquillité d'esprit. J'ai toujours pensé que le métier de journaliste me plairait. Un ami de Jonathan qui est à l'Exeter News disait un jour que, dans cette profession, l'essentiel était la mémoire, que l'on devait être capable de reproduire exactement chaque mot dit par la personne que l'on interviewait, même si, par la suite, il fallait remanier quelque peu ses propos. Or,
Mon entretien avec le docteur Van Helsing n'avait certes rien de banal. Aussi ai-je essayé de le rapporter mot pour mot. Il était 2h30 quand j'entendis le heurtoir de la porte d'entrée. J'eus le courage d'attendre. Quelques minutes se passèrent et Marie vint annoncer le docteur Van Helsing. Je me levai et m'inclinai tandis qu'il avançait vers moi. C'est un homme de taille moyenne, assez fort et tout chez lui, aussi bien le corps même que le port de la tête, le visage, l'expression des traits, annonce une parfaite assurance. Le front est haut, s'élevant d'abord presque tout droit puis fuyant entre deux protubérances assez distantes l'une de l'autre. Un front tel que les cheveux roux ne puissent pas retomber dessus. Ils sont naturellement rejetés en arrière et sur les côtés. Les yeux sont grands, bleu foncé, eux aussi assez écartés l'un de l'autre. Ils sont vifs, pénétrants ou se font tendre ou sévères selon qu'ils expriment tel ou tel sentiment qui anime le professeur. « Mrs. Harker, je crois. » Je répondis d'un signe de tête. « Qui était auparavant Miss Mina Murray. » Même geste de ma part. « C'est Mina Murray que je viens voir, l'amie de cette pauvre enfant, notre chère Lucy Westenra. Oui, Madame Mina, c'est au sujet de la morte que je désire vous parler. » « Monsieur, lui répondis-je, vous ne pouvez pas avoir de titre meilleur pour vous adresser à moi que celui d'un ami qui a soigné et assisté Lucy Westenra dans ses derniers moments. » Et je lui tendis la main. Il la prit en répondant sur un ton très doux. « Oh, Madame Mina, je savais que l'ami de cette pure enfant ne pouvait qu'avoir un cœur très généreux. Mais il me faut encore... Enfin, je voudrais savoir... » Il s'interrompit en s'inclinant courtoisement. Comme je le priai de poursuivre, il reprit aussitôt. « Eh bien, j'ai lu les lettres que vous avez écrites à Miss Lucy. Pardonnez-moi, mais il fallait bien que je commence par interroger quelqu'un, et je ne savais pas à qui m'adresser. Je sais donc que vous étiez avec Miss Lucy et sa mère à Whitby. De temps en temps, elle tenait un journal. Non, n'ayez pas l'air surprise, Madame Mina. Elle avait commencé à écrire ce journal après votre départ et, me semble-t-il, voulait ainsi suivre votre exemple. On y trouve des allusions à une promenade qu'elle aurait faite pendant un de ses accès de somnambulisme et au fait que vous l'auriez sauvée en cette occasion. C'est très perplexe, vous le comprenez, que je viens à vous, dans l'espoir que vous aurez la bonté de me donner tous les détails dont vous vous souvenez à ce sujet. Je pense, docteur Van Helsing, que je serai à même de vous raconter exactement toute cette aventure. Tout, dites-vous, tous les détails. Mais alors, Madame Mina, vous devez avoir une mémoire extraordinaire. Cela se rencontre rarement chez les jeunes femmes. À dire vrai, docteur, j'ai noté au fur et à mesure les événements quotidiens dont j'étais témoin. Je peux vous montrer mes notes, mon journal, si vous le désirez. Oh, Madame Mina, je vous en saurai gré. Vous me rendriez là un service immense. Pourquoi me fut-il impossible de résister à la tentation de le mystifier un moment? Je suppose que nous, les femmes, avons encore dans la bouche le goût de la pomme originelle. Toujours est-il que je lui tendis d'abord mon journal sténographié. Il le prit en s'inclinant encore très courtoisement et me demanda « Je puis le lire ?» « Certainement, » répondis-je, aussi posément que je pus. Il ouvrit le cahier, y jeta les yeux, puis se leva et s'inclina une fois de plus. « Oh, vous êtes une femme étonnante !» s'écria-t-il. « J'ai compris depuis longtemps que Monsieur Jonathan vous admirait. Vraiment, il y a de quoi. Voudrez-vous encore me faire l'honneur, Madame Mina, de m'aider, de me lire ceci, car, hélas, je ne connais pas la sténographie. » Je jugeai que ma petite plaisanterie avait assez duré. J'avoue que j'en étais presque honteuse. Je lui présentai la copie dactylographiée. « Pardonnez-moi, fis-je. Je savais que c'était de notre chère Lucie que vous veniez me parler et, me disant que peut-être vous n'auriez pas beaucoup de temps à rester ici, j'avais à votre intention recopié ses notes à la machine à écrire. » Les yeux brillants, il prit mes feuilles. « Vous êtes si bonne, Madame Mina. Mais puis-je les lire maintenant, sans attendre ?
Peut-être, quand je les aurai lus, aurai-je à vous poser certaines questions. Assurément. Lisez-les pendant que je vais voir si l'on prépare le lunch. Vous pourrez ainsi me questionner pendant le repas. Il me remercia et s'installa dans un fauteuil, tournant le dos à la lumière. Tout de suite, je devinai qu'il était absorbé dans sa lecture. Et si, en effet, j'allais à l'office, ce fut avant tout pour ne pas le distraire. Lorsque je rentrai au salon, il marchait de long en large à grands pas, et les joues en feu. Il se précipita vers moi et me prit les 2 mains. « Oh, Madame Mina, comment vous dire tout ce que je vous dois? Ce journal est lumineux comme le soleil. Il m'ouvre une porte. Je suis ébloui, véritablement ébloui par tant de lumière. Et pourtant des nuages se forment encore à chaque instant derrière cette lumière. Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Sachez seulement que je vous dois beaucoup, à vous qui êtes une femme si intelligente. Madame, continua-t-il sur un ton très grave, si jamais Abraham Van Helsing peut faire quelque chose pour vous ou pour les vôtres, j'espère que vous vous confierez à lui. J'aimerais alors, je voudrais vous aider comme un ami, mais en ajoutant à l'amitié sincère, inébranlable, que j'ai désormais pour vous tout ce que m'a appris une longue expérience. Oui, je ferai tout ce dont je suis capable pour vous venir en aide, à vous et à ceux que vous aimez. Il y a beaucoup d'obscurité dans la vie, mais il y a aussi des lumières. Vous êtes une de ces lumières. Vous serez heureuse, vous serez comblée, et votre mari trouvera en vous le bonheur. Mais, docteur, vous m'adressez trop d'éloges, et sans me connaître. Sans vous connaître, moi qui suis vieux et qui ai passé toute mon existence à observer, à étudier les hommes et les femmes, à étudier tout spécialement le cerveau humain, tout ce qui s'y rapporte, tout ce qui peut procéder de ce cerveau. Moi qui viens de lire votre journal dont chaque ligne respire la vérité. Moi qui ai lu la lettre que vous écriviez à la pauvre Lucie immédiatement après votre mariage, moi, je ne vous connaîtrai pas. Oh, Madame Mina, les femmes généreuses n'ont pas à se servir de mots pour raconter l'histoire de leur vie. Et cette vie, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, les anges savent la lire. Nous, les hommes, dont le désir le plus vif est d'observer pour pouvoir comprendre, nos yeux ressemblent un peu à ceux des anges. Votre mari est d'un naturel généreux. Vous aussi, car vous avez confiance dans la vie. Et pour croire en la vie, il faut être bon. Mais votre mari, parlez-moi de lui maintenant. Va-t-il tout à fait bien? Cette fièvre qu'il a eue, en est-il tout à fait remis? Je vis que c'était le moment en effet de lui préciser certaines choses concernant la santé de Jonathan, de lui demander ce qu'il en pensait. Je commençai par répondre. Il était presque rétabli, mais la mort de Mr. Hawkins a été pour lui un coup très dur. Le docteur m'interrompit. « Oh oui, je sais, j'ai lu vos 2 dernières lettres. » « Enfin, je suppose, repris-je, que c'est cette mort qui l'a bouleversé. Le fait est que, lorsque nous étions à Londres jeudi dernier, il a reçu comme un nouveau choc. Un nouveau choc? Peu de temps après une fièvre cérébrale. Ah, cela est fâcheux. Quel genre d'émotion? Il a cru voir quelqu'un qui lui rappelait une chose terrible, cette chose même qui a provoqué sa fièvre cérébrale. Et moi-même, à mon tour, je crus soudain que je n'en supporterais pas davantage. La pitié que j'éprouvais pour Jonathan, les horreurs qu'il avait vécues, l'épouvantable mystère que l'on devinait en lisant son journal, et la crainte qui n'avait cessé de grandir en moi depuis que j'avais fait cette lecture, tout cela me déchira véritablement le cœur, et sans doute perdis-je la tête un moment, car je me jetai à genoux et levai les mains vers le docteur en le suppliant de guérir mon mari. Il me prit les mains, m'obligea à me relever, me fit asseoir sur le sofa où il s'assit près de moi. Tenant toujours ma main dans la sienne, il me dit alors, oh, avec quelle bonté dans la voix, « J'ai toujours vécu fort seul. C'est parce que mon existence, justement, a été remplie par le travail que je n'ai pour ainsi dire pas eu le temps de me consacrer à mes amis.
Mais depuis le jour, pas très lointain, où mon cher John Seward m'a appelé ici, j'ai appris à connaître tant de personnes au grand cœur, dévouées et généreuses que, maintenant plus que jamais, je ressens ma solitude. Et pourtant elle n'avait fait que croître au cours des années. Croyez donc que c'est plein de respect pour vous que j'ai frappé à votre porte, car vos lettres à la pauvre Miss Lucy m'avaient déjà fait espérer non pas que j'allais découvrir ce que je cherchais, non, pas cela, mais qu'il existait encore des femmes capables de donner un sens à la vie, peut-être même de la rendre heureuse. Des femmes dont l'existence tout entière servirait d'exemple aux enfants qui devraient naître. Je suis vraiment heureux d'être ici et de pouvoir faire quelque chose pour vous, car si votre mari souffre, il me semble que je pourrais porter remède à sa souffrance. Je vous promets de m'y appliquer de mon mieux afin que votre vie à tous deux soit éclairée par le bonheur. Maintenant, il vous faut manger. La fatigue vous a épuisé et l'inquiétude aussi. Votre mari n'aimerait pas vous voir si pâle, et ce qu'il n'aime pas chez celle qu'il aime ne peut assurément pas lui faire de bien. C'est donc en pensant à lui, à sa guérison complète, que vous devez manger de bon appétit et sourire fréquemment. Maintenant que vous m'avez dit tout ce que vous savez concernant Lucie, nous ne parlerons plus aujourd'hui de cette pauvre enfant ni de ses souffrances. Cela ne servira à rien, sinon à nous replonger dans la tristesse. Seulement, je vais passer la nuit ici à Exeter car il faut encore que je réfléchisse à ce que vous venez de m'apprendre, puis, si vous me le permettez, je vous poserai à nouveau quelques questions. Pour l'instant, vous allez essayer de m'expliquer de quoi se plaint Jonathan. Non, non, pas tout de suite. Vous devez d'abord bien manger, tranquillement, tranquillement. Après, vous m'expliquerez. Le lunch terminé, nous retournâmes au salon et, sans attendre, il me dit « Parlez maintenant, je vous écoute. » Au moment d'expliquer ce que je savais à cet éminent savant, je craignis qu'il ne me prît pour une idiote, et Jonathan pour un fou, car vraiment, son journal contient des choses si bizarres. Aussi, voyant que j'hésitais, il m'encouragea gentiment, me promit de m'aider si je trouvais la chose à certains moments trop difficile. Trop difficile. Oh, c'est bien cela, docteur Van Helsing. Tout paraît si étrange dans cette histoire, incompréhensible. Ne riez pas de moi ni de mon mari, je vous prie. Depuis hier, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Soyez bon, ne me traitez pas de folle quand vous saurez quelles choses insolites ont pu me paraître réelles. Non seulement sa réponse, mais le ton même sur lequel il me répondit me rassurèrent. Ma chère enfant, si vous saviez à quel point est insolite l'affaire pour laquelle on m'a appelée ici, c'est vous qui vous moqueriez. J'ai appris à ne jamais négliger ce qu'un homme ou une femme peut croire, même si ce qu'il ou ce qu'elle croit me paraît d'abord invraisemblable. J'ai toujours, et avant tout, essayé de garder l'esprit ouvert. Et ce ne sont pas les petits événements ordinaires de la vie, ceux auxquels nous sommes habitués, qui pourraient me le faire ouvrir davantage encore, mais bien les choses étranges, bizarres, extraordinaires, celles qui nous font plutôt douter de notre lucidité. Oh, merci, merci, merci mille fois. Vous me soulagez d'un grand poids. Si vous le permettez, je vais vous donner quelque chose à lire, quelque chose d'assez long, mais je l'ai recopié à la machine. Cela vous aidera à comprendre mes angoisses et celles de Jonathan. C'est la copie du journal qu'il a écrit pendant son séjour en Transylvanie. Je préfère ne rien vous en dire. Vous jugerez vous-même. Et alors, quand nous nous reverrons, peut-être aurez-vous la bonté de me dire ce que vous en pensez réellement. Je vous le promets, fit-il comme je lui tendais les feuillets. Et, avec votre permission, demain matin, aussitôt que cela me sera possible, je viendrai vous rendre visite, à vous et à votre mari. Jonathan sera ici à 11h30. Venez déjeuner avec nous. Vous pourrez prendre l'express de 3h34 et serez à Paddington avant 8h. Il parut étonné que je connusse si bien l'horaire des trains. Il ne savait pas naturellement que je l'avais étudié afin de faciliter les choses à Jonathan, au cas où il devrait précipitamment partir en voyage. Le docteur Van Helsing prit donc les feuillets qu'il emporta. Demeuré seul, je me mis à penser.
à penser, et je pense encore à je ne sais quoi. Lettre de A. Van Helsing à Mrs. J. Harker. 25 septembre, 6 heures du soir. Chère Madame Mina, j'ai donc lu l'étonnant journal de votre mari. Soyez tranquille, n'ayez plus le moindre doute. Aussi étrange, aussi terrible que tout cela puisse être, tout cela est vrai. J'en suis absolument certain. Pour d'autres, cela pourrait signifier le pire. Pour lui et pour vous, il n'y a au contraire rien à redouter. Votre Jonathan est un homme courageux, décidé. Laissez-moi vous dire, et je parle d'expérience, m'étant penché sur bien des cas, que celui qui a osé descendre le long du mur et entrer dans cette chambre, comme votre mari l'a fait, oui, et cela à 2 reprises, celui-là ne souffrira pas sa vie durant du choc qu'il a pu recevoir. Ses facultés mentales et affectives sont intactes. Je puis vous le jurer avant même d'avoir vu votre mari. Soyez tout à fait rassuré à ce sujet. Cependant, je voudrais l'interroger à propos d'autre chose. Je me félicite d'être allé vous voir aujourd'hui, car j'en ai tant appris en une fois que, de nouveau, je suis comme ébloui. Ébloui, je l'avoue, comme jamais. Mais il me faut encore beaucoup réfléchir. Votre tout dévoué, Abraham Van Helsing. Mrs. Harker au docteur A. Van Helsing, 25 septembre, 6h30 du soir. Mon cher docteur Van Helsing, je vous remercie 1000 fois pour votre aimable lettre qui m'a tellement rassurée, oui. Et pourtant, si tout cela est vrai, comme vous le dites, quelles choses affreuses peuvent exister en ce monde, et se peut-il, hélas, que cet homme, ce monstre, soit à Londres? J'ai peur à cette seule pensée. Je reçois à l'instant, pendant que je vous écris, un télégramme de Jonathan m'annonçant qu'il quitte Launceston ce soir, à 6h25, et qu'il arrivera ici à 10h18. Voulez-vous peut-être, au lieu d'être des nôtres demain à midi, venir partager notre petit déjeuner à 8h, si ce n'est pas trop tôt pour vous? Au cas où vous seriez pressé, vous pourriez partir par le train de 10h30 qui arrive à Paddington à 2h35. Ne répondez pas à ce mot. Si je ne reçois rien de vous, je vous attends pour le petit déjeuner. Croyez-moi, je vous prie, votre reconnaissante et fidèle amie, Mina Harker. Journal de Jonathan Harker. Oh, on retrouve Jonathan? Incroyable. 26 septembre. Je pensais ne jamais reprendre ce journal, mais il me semble que je doive à nouveau écrire. Quand je suis rentrée à la maison hier soir, Mina m'attendait pour souper et notre repas une fois terminé, elle m'a raconté la visite de Van Helsing et m'a dit qu'elle lui avait donné une copie de son journal et une copie du mien. Et pour la première fois, elle m'avoua à quel point elle avait été inquiète à mon sujet. Mais elle me montra immédiatement la lettre du docteur, où il affirme que tout ce que j'ai écrit dans mon journal est la vérité même. Depuis que j'ai lu cela, j'ai l'impression d'être un autre homme. Le doute où j'étais de la réalité de cette aventure me plongeait dans un abattement d'où, me semblait-il, je ne sortirais jamais. Je sentais en moi une sorte d'impuissance à agir. Tout m'était obscurité, sujet de méfiance. Mais à présent, je sais, je n'ai plus peur de rien ni de personne, pas même du comte. Après tout, il avait l'intention de venir à Londres et il y est venu. C'est lui que j'ai vu l'autre jour. Il a rajeuni. Comment y a-t-il réussi? Van Helsing est l'homme qui va le démasquer, le chasser à tout jamais de notre vie. Si Van Helsing est bien tel que Mina le décrit. Mina s'habille et, dans quelques minutes, je vais aller prendre le professeur à son hôtel. Il a paru assez surpris quand il m'a vue. J'entrai dans sa chambre et, dès que je me fus présentée, il me prit par les épaules, me fit tourner sur moi-même de sorte que mon visage fut alors en pleine lumière et, après l'avoir sérieusement examiné, il s'étonna. « Mais Madame Mina m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez reçu un choc. » C'était assez drôle d'entendre ce vieil homme appeler ma femme Madame Mina. Je souris en lui répondant « Oui, j'ai été malade. J'ai reçu un choc. Mais vous m'avez déjà guéri. » « Guéri? Et comment ?»« En écrivant à Mina la lettre que vous lui avez envoyée hier soir. Je doutais de tout.
Tout se teintait pour moi d'irréel. Je ne savais pas ce qu'il me fallait croire. Je me méfiais même de ce que j'éprouvais. Et ne sachant pas ce qu'il me fallait croire, je ne savais pas non plus ce que je devais faire. Je sentais que je continuerais toujours à suivre l'ornière, mais d'autre part, je souffrais de ce que mon travail devenait de plus en plus une sorte de routine. Et c'est alors que je commençais à ne plus croire même en moi. Docteur, vous ne savez pas ce que c'est que de douter de tout et de soi-même. Non, vous ne le savez pas. C'est impossible. On le devine rien qu'à voir votre front. Il parut amusé et dit en riant : « Ah, vous êtes physionomiste. Depuis que je suis ici, j'apprends de nouvelles choses d'heure en heure. C'est avec le plus grand plaisir que je partagerai votre petit déjeuner. Ah, monsieur, vous permettrez, n'est-ce pas, au vieillard que je suis de vous parler sincèrement. Vous êtes heureux d'avoir une femme telle que la vôtre. » Une journée entière, je l'aurais écouté faire l'éloge de Mina de sorte que j'acquiesçais d'un simple signe de tête et demeurai silencieux. Elle est vraiment une femme de Dieu. Il l'a faite de sa propre main pour nous prouver, à nous les hommes et aussi aux autres femmes, qu'il existe un paradis où nous entrerons un jour et que, dès maintenant, sa lumière peut nous éclairer sur la terre. Un être si fidèle à soi-même et aux autres, si doux, si généreux, qui se donne tout entier à son entourage. Cela, laissez-moi vous le dire aussi, c'est rare et c'est, de ce fait, beaucoup dans notre siècle de scepticisme et d'égoïsme. Et vous, monsieur, j'ai lu toutes les lettres de votre femme à la pauvre Miss Lucy, et beaucoup de ces lettres parlent de vous. Je vous connais donc depuis quelques jours déjà grâce à ceux qui vous connaissaient. Mais ce que vous êtes réellement, je le sais seulement depuis hier soir. Donnez-moi la main, voulez-vous, et soyons amis pour toujours. » Nous nous serrâmes la main. Cette cordialité si sincère m'émut profondément. « Et maintenant, me dit-il, puis-je vous demander de m'aider encore ? J'ai devant moi une tâche importante à accomplir et, pour cela, avant toute autre chose, il me faut savoir. C'est ici que j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avant votre départ pour la Transylvanie ? Plus tard, peut-être, aurai-je encore recours à vous, mais pour résoudre des questions d'ordre différent. Que vous répondiez à celle-là, voilà qui me suffira pour le moment. » « Mais, monsieur, fis-je, je ne vois pas le rapport à établir entre le comte et l'affaire dont vous vous occupez. »« Il y en a un pourtant, » répondit-il avec gravité. « Dans ce cas, comptez sur moi. » Après le petit déjeuner, je le conduisis à la gare. Au moment de nous séparer, il me dit : « Pourriez-vous venir à Londres si je vous le demande, et y venir avec Madame Mina ? Nous viendrons tous les deux quand cela vous conviendra. » Je lui avais acheté les journaux du matin ainsi que les journaux de Londres du soir précédent et, tandis que nous bavardions à la portière du compartiment en attendant le départ du train, il les feuilletait. Son attention parut soudain attirée par un titre de la Westminster Gazette et, aussitôt, il blêmit. Il lut quelques lignes et je l'entendis murmurer avec effroi : « Mon Dieu, déjà, déjà !» Je crois que, dans son émotion, il avait même oublié ma présence. Le sifflet retentit et le train s'ébranla. Rappelé alors à la réalité, Van Helsing se pencha à la portière, agita la main et me cria : « Toutes mes amitiés à Madame Mina. J'écrirai dès que je le pourrai. » Journal du docteur Seward. Ah bah tiens, bah lui aussi revient, tout le monde revient quoi. Ah, ça fait plaisir quand même. Mais il nous avait menti quoi, c'était pas la fin. Aïe aïe aïe. 26 septembre. Au fond, rien n'est jamais fini. Une semaine ne s'est pas écoulée depuis que j'ai écrit le mot fin. Et voilà pourtant qu'aujourd'hui, je reprends ce journal, que je recommence même à parler des mêmes choses. Jusqu'à cet après-midi, du reste, je n'avais aucune raison de penser à ce qui appartient déjà au passé. Renfield est plus calme que jamais. Il s'était depuis quelque temps remis à s'occuper de ses mouches. Maintenant, ce sont ces araignées qui lui prennent des heures entières. Pour le moment, il ne me cause donc plus aucun ennui. Je viens de recevoir une lettre d'Arthur, écrite dimanche.
Et d'après tout ce qu'il me dit, je conclus qu'il se porte bien. Quincy Morris est auprès de lui, ce qui, je crois, l'aidera à se remettre des coups terribles qui viennent de le frapper. Car ce Maurice est un garçon dynamique et plein d'entrain. D'ailleurs, celui-ci m'a écrit également, et il m'apprend qu'Arthur retrouve un peu de sa gaieté. De ce côté-là aussi, je suis tranquille. En ce qui me concerne, je me remettais peu à peu au travail avec mon enthousiasme de naguère. Et j'aurais très bien pu dire à mon tour que la blessure dont je souffrais à cause de la pauvre, de l'innocente Lucie, se cicatrisait de jour en jour. Hélas, la voilà rouverte. Et comment tout cela finira, Dieu seul le sait. Il me semble que Van Helsing croit le savoir, lui, mais il n'en dit jamais trop en une fois afin d'aiguiser la curiosité. Hier, il est allé à Exeter, d'où il est revenu aujourd'hui seulement. C'est vers 5 heures qu'il est entré dans mon bureau en se précipitant vers moi pour me tendre l'édition d'hier soir de The Westminster Gazette. « Que pensez-vous de ceci ?» me demanda-t-il en reculant ensuite les bras croisés. Je parcourus rapidement des yeux le journal, car je me demandais à quoi il faisait allusion. Mais revenant vers moi, il me l'arracha et pointa du doigt un article où il était question d'enfants disparus aux environs d'Hampstead, mais que l'on avait retrouvés. Cela ne me frappa point particulièrement, jusqu'au moment où je lus qu'ils portaient tous à la gorge de petites blessures, comme s'ils avaient été mordus. Alors, une idée me traversa l'esprit et je levai les yeux sur Van Helsing. « Eh bien, fit-il, c'est ce qui est arrivé à la pauvre Lucie. » « Et comment expliquez-vous cela ?» Tout simplement, la cause est la même. Ce qui l'avait blessée, elle, a aussi blessé les enfants. C'est vrai, indirectement, mais non pas directement. Que voulez-vous dire, professeur ? Vraiment, je n'avais rien compris à sa réponse. Et j'étais enclin à prendre son sérieux un peu à la légère car, après tout, un repos de 4 jours après les terribles et éprouvantes anxiétés que nous avions vécues m'avait rendu un peu de sens critique. Mais, lorsque je vis l'expression de son visage, je changeai de ton. Jamais, même quand la maladie de Lucie nous mettait au comble du désespoir, Van Helsing ne m'avait paru à ce point consterné. Quelle est votre pensée ? Expliquez-vous. Pour moi, vraiment, je ne sais qu'imaginer. Vous n'allez pas me faire croire, mon cher John, que vous ne vous doutez nullement de ce qui a pu provoquer la mort de la pauvre Lucie. Non seulement les événements devraient vous y aider, mais aussi les commentaires, les réflexions que j'ai pu faire devant vous. Prostration nerveuse due à de trop grandes pertes, à un trop grand gaspillage de sang. Et ces pertes de sang, ce gaspillage, comme vous dites, sont dues à quoi ? Je hochai la tête. Il vint s'asseoir à côté de moi et reprit. Vous êtes intelligent, mon cher John. Vous raisonnez de façon très juste, et vous avez l'esprit ouvert. Mais vous avez aussi des préjugés. Vous ne laissez pas vos yeux voir ni vos oreilles entendre. Et tout ce qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne, vous n'en tenez guère compte. Ne pensez-vous pas qu'il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant, et que certains d'entre nous voient ce que d'autres ne voient pas? Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent percevoir parce qu'ils en connaissent ou pensent en connaître, d'autres, on leur a enseigné. Ah, c'est bien là le défaut de la science. Elle voudrait tout expliquer, et quand il lui est impossible d'expliquer, elle déclare qu'il n'y a rien à expliquer. Pourtant nous voyons partout et chaque jour apparaître de nouvelles théories, ou plutôt qui se disent nouvelles. En vérité, elles sont vieilles, mais prétendent être jeunes, tout comme ces belles dames que l'on voit à l'opéra. Bon, maintenant, je suppose que vous ne croyez pas à la transmutation des corps, non? Ni à la matérialisation, non? Ni au corps astral, non? Ni à la lecture de la pensée, non? Ni à l'hypnotisme? Si, Charcot nous en a donné assez de preuves. En souriant, il poursuivit. Donc, à ce sujet, vous êtes convaincu. Et naturellement, vous en comprenez le mécanisme et vous suivez parfaitement la démonstration du grand Charcot. Hélas, il n'est plus.
Quand il explique ce qui se passe chez le patient, non? Alors, mon cher John, dois-je comprendre que vous acceptez tout simplement le fait, le résultat, sans rien approfondir d'autre? Non? Mais dites-moi donc, car je suis un spécialiste des maladies mentales, ne l'oubliez pas. Dites-moi donc comment il se fait que vous acceptiez l'hypnotisme tout en rejetant la télépathie. Laissez-moi vous le dire, mon ami. De nos jours, on réalise à l'aide de l'électricité des choses que ceux-là même qui l'ont découverte auraient jugées sacrilèges et à cause desquelles, les eussent-ils eux-mêmes commises à l'époque, ils se seraient vus condamnés au bûcher pour sorcellerie. La vie est toujours pleine de mystères. Pourquoi Mathusalem a-t-il vécu 900 ans, alors que notre pauvre Lucie, malgré le sang de 4 hommes injecté dans ses veines, n'a pu survivre un seul jour? Car si elle avait survécu un seul jour, nous aurions pu la sauver. Connaissez-vous entièrement le mystère de la vie et de la mort? Connaissez-vous tout de l'anatomie comparée? Et pouvez-vous dire pourquoi certains hommes ont les caractéristiques de la brute et d'autres pas? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que les autres araignées meurent jeunes, cette araignée géante qui a vécu pendant des siècles dans la tour de la vieille église espagnole s'est mise à grandir jusqu'au jour où elle a pu descendre boire l'huile que contenaient toutes les lampes du temple? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans la pampa, et aussi ailleurs du reste, des chauves-souris viennent la nuit ouvrir les veines non seulement du menu bétail, mais des chevaux, et y boivent jusqu'à la dernière goutte de leur sang? M'expliquer comment il se fait que, dans certaines îles des mers occidentales, des chauves-souris, encore elles, restent suspendues aux arbres pendant toute la journée, puis, quand les marins se sont endormis sur le pont des navires à cause de la chaleur, fondent sur eux, si bien qu'on les trouve morts au matin, exsangues comme l'était la pauvre Miss Lucy. Bon Dieu, professeur, m'écriai-je, voulez-vous me faire entendre que Lucie a été la victime d'une chauve-souris et qu'une chose semblable peut se passer ici, à Londres, au XIXe siècle? D'un geste, il m'imposa silence et reprit. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les tortues vivent plus longtemps que des générations d'hommes? Pourquoi l'éléphant voit disparaître des dynasties humaines l'une après l'autre? Et pourquoi le perroquet ne meurt que s'il est mordu par un chat ou par un chien, ou s'il souffre de quelque autre mal? Pouvez-vous me dire pourquoi des hommes, en tout temps et en tout lieu, ont cru que certains sont appelés à vivre éternellement? Nous savons tous, la science l'affirme, que des crapauds sont restés pendant des milliers d'années dans le même petit trou sous des rochers. Pouvez-vous me dire pourquoi le fakir de l'Inde peut se donner la mort et se faire enterrer, faire sceller son tombeau et y faire semer du blé? Pourquoi on en sème encore après la première récolte? Et pourquoi, lorsque ce nouveau blé est coupé, des hommes viennent enlever le seau et trouvent étendu dans son tombeau le fakir, non pas mort, mais qui se lève aussitôt pour marcher parmi eux? Il s'interrompit. Pour moi, il me semblait que j'allais perdre la tête. Van Helsing me farcissait l'esprit de tant d'excentricités de la nature, de tant d'impossibilités qui devenaient tout à coup possibles, que mon imagination prenait feu. Je me doutais vaguement qu'il voulait me démontrer quelque chose, comme autrefois à Amsterdam. Seulement, alors, il m'indiquait l'objet de son cours afin que je l'eusse tout le temps à l'esprit. Aujourd'hui, je n'étais pas soutenue par ce point de départ, et pourtant je ne désirais rien tant que suivre son idée et les développements qu'il allait en donner. « Professeur, lui dis-je, laissez-moi à nouveau être votre étudiant préféré. Dites-moi le sujet que vous traitez afin que je puisse appliquer vos théories à mesure que vous les avancez. Pour le moment, c'est comme un fou et non pas comme un homme sain d'esprit que j'essaie à grand-peine de relier les exemples que vous prenez. J'ai l'impression d'être un enfant pataugeant dans un marécage partant de brouillard et sautant d'une touffe d'herbe sèche à une autre sans savoir où je vais. » Ma foi, l'image est bonne, dit-il. Eh bien, je vais vous dire tout de suite où je veux en venir. Je veux que vous croyiez, Que je crois? oui, que vous croyiez à des choses auxquelles, jusqu'ici, vous ne croyez pas. Laissez-moi vous expliquer. Un jour,
J'ai entendu un Américain définir ainsi la foi. Une faculté qui nous permet de croire à des choses que nous savons n'être pas vraies. Je saisis parfaitement l'idée de cet homme. Il veut que nous gardions l'esprit ouvert, que nous ne laissions pas une toute petite vérité arrêter le progrès d'une vérité plus grande. C'est cette vérité infime que nous appréhendons d'abord. Nous l'estimons à sa juste valeur, mais nous ne devons pas lui laisser croire qu'elle est toute la vérité de l'univers. Vous voulez donc que des idées préconçues ne m'empêchent pas d'en accepter d'autres, plutôt extraordinaires? Ah, vous êtes toujours mon meilleur élève. On ne perd pas son temps à vous expliquer quelque chose. Maintenant que vous voulez chercher à comprendre, que vous avez fait le premier pas, vous allez comprendre. Donc, vous pensez que ces petites blessures à la gorge des enfants ont la même origine que celles que nous avons vues à la gorge de Miss Lucy? Oui, je suppose. Il se leva. Vous vous trompez, Déclara-t-il. Ah, s'il en était ainsi. Mais hélas, non. La vérité est bien plus terrible, bien plus terrible. Pour l'amour de Dieu, professeur, que voulez-vous dire? Avec un geste désespéré, il se laissa tomber sur une chaise et, les coudes sur la table, se couvrit le visage des deux mains cependant qu'il m'avouait: Ces enfants ont été victimes de Miss Lucy elle-même. Oh non! Ah, on le savait, on n'est pas bête quand même. Chapitre 15. Journal du Dr. Seward, suite. Ma colère n'aurait pas été plus grande si, alors qu'elle vivait encore, Van Helsing avait giflé Lucie. Je frappai du poing sur la table et me levai en demandant: Est-ce que vous devenez fou, professeur? Il releva la tête, me regarda et la tendresse que je lus dans ses yeux me calma aussitôt. Oh, que ne le suis-je fou, dit-il lentement. La folie serait beaucoup plus facile à supporter qu'une vérité comme celle-ci. Oh, mon ami, pourquoi, à votre avis, ai-je attendu aussi longtemps avant de vous avouer une chose aussi simple? Peut-être parce que je vous déteste encore, comme je vous ai toujours détesté. Peut-être parce que je désirais vous faire souffrir. Parce que je voulais, après tant d'années, me venger de ce geste par lequel vous m'aviez sauvé la vie. Ah non, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, dis-je. Au contraire, mon ami, Reprit-il. parce que cette vérité, je voulais vous la dire en vous faisant le moins de mal possible, car je savais que vous aviez aimé cette jeune fille. Pourtant, maintenant encore, je n'espère pas que vous alliez me croire tout de suite. Il est si difficile d'accepter immédiatement une vérité abstraite que, le plus souvent, nous commençons par en douter, surtout lorsque nous avons toujours cru exactement le contraire. Et il est plus difficile encore d'accepter une vérité concrète, surtout lorsqu'elle est aussi épouvantable que celle-ci. Ce soir, je vous prouverai qu'il faut y croire. Oserez-vous venir avec moi? Cela me stupéfia. On ne saurait trouver de plaisir à prouver une telle vérité. Byron accepte de cette règle la jalousie et éprouve la vérité même qu'il abhorrait le plus. Note de bas de page. Se referring Byron Don Juan. Chapitre, je sais pas. 1, grand 1, 139. Acte 1. Non, pourquoi il y aurait 139? Bizarre. Citation approximative de Stoker. Voilà, c'est pas clair quoi. Il vit que j'hésitais et poursuivit. Le raisonnement est simple et, cette fois, ce n'est pas le raisonnement d'un fou qui patauge dans un marécage en sautant d'une touffe d'herbe à une autre. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, alors la preuve que nous en aurons sera pour nous un soulagement, ou du moins, elle n'aggravera pas l'histoire de la fin de Lucie si pénible déjà. Mais si c'est vrai, ah, c'est ce qu'il faut redouter. Et pourtant cette crainte même aidera ma cause, car j'ai d'abord besoin qu'on y croie. Bon, voici ce que je vous propose. En premier lieu, nous allons tout de suite aller voir cet enfant au North Hospital. Là où les journaux nous l'apprennent,
on l'a conduit immédiatement. Le docteur Vincent, attaché à cet hôpital, est un de mes amis et un des vôtres aussi, je pense, puisque vous avez fait vos études ensemble à Amsterdam. Même s'il lui était impossible de laisser voir son malade à ses amis, il le laissera voir au médecin. Nous ne lui dirons rien, sinon que nous désirons avoir des détails sur le cas en question. Ensuite, il prit une clé dans sa poche qu'il remua légèrement du bout des doigts. Ensuite, nous irons, vous et moi, passer la nuit dans le cimetière où Lucie repose. Voici la clé qui ferme le tombeau. Le fossoyeur me l'a donnée afin que je la remette à Arthur. À la pensée de la nouvelle et terrible épreuve qui nous attendait, je sentis mes forces m'abandonner. Pourtant, je n'avais rien d'autre à faire que de me montrer aussi courageux que je le pouvais, et je déclarai que nous devions nous hâter, car la fin de l'après-midi approchait. L'enfant, quand nous entrâmes dans sa chambre, était éveillé. Il avait dormi et pris un peu de nourriture et son état général était satisfaisant. Le docteur Vincent ôta le bandage du cou pour me montrer les 2 petites blessures. C'étaient exactement les mêmes que celles que portait Lucie. Elles étaient plus petites, paraissaient plus fraîches. C'était toute la différence. Nous demandâmes à Vincent d'où, à son avis, elles provenaient. Il nous répondit que l'enfant avait dû être mordu par un animal, peut-être un rat. Pour sa part, toutefois, il croyait plutôt qu'il s'agissait d'une de ces chauves-souris si nombreuses sur les hauteurs au nord de Londres. Parmi toutes celles qui sont inoffensives, ajouta-t-il, il en est peut-être d'une espèce sauvage plus cruelle venant des pays du Sud. Peut-être quelque marin en a-t-il ramené une chez lui et s'est-elle échappée. Ou bien est-ce une jeune chauve-souris qui s'est envolée du jardin zoologique. Et pourquoi dans ce cas ne serait-ce pas une chauve-souris de la race des vampires? Car on en élève aux zoos. Et il n'y a pas 10 jours, c'est un loup qui s'est échappé. Et on l'a aperçu, je crois, dans ces environs. Aussi, durant une semaine, les enfants n'ont plus joué à rien d'autre qu'au petit chaperon rouge jusqu'au moment où cette dame en sang a fait son apparition. Alors ils n'ont plus pensé qu'à elle. Ce pauvre petit, encore, quand il s'est réveillé tout à l'heure, a demandé à l'infirmière s'il pouvait partir. Et quand elle a voulu savoir pourquoi il désirait partir, il lui a dit « pour aller jouer avec la dame en sang ». J'espère, lui dit Van Helsing, que, lorsque vous permettrez à l'enfant de rentrer chez ses parents, vous recommanderez à ceux-ci de le surveiller étroitement. Ces escapades dont il rêve sont très dangereuses, et la prochaine pourrait être fatale. Mais je suppose que vous avez l'intention de le garder encore quelques jours ici. Pendant une semaine au moins, davantage si les blessures ne sont pas guéries au bout de 8 jours. Notre visite à l'hôpital ayant été plus longue que nous ne l'avions prévu, il faisait déjà nuit quand nous nous retrouvâmes dans la rue. Inutile de nous presser, dit alors Van Helsing. Je ne croyais pas qu'il fût si tard. Venez, il nous faut d'abord manger quelque chose, puis nous ferons ce qu'il nous reste à faire. Nous allâmes dîner au Jack Straw's Castle, où nous eûmes la compagnie d'un petit groupe de cyclistes et d'autres personnes fort joyeuses. Vers 10 heures, nous quittâmes l'auberge. La nuit était particulièrement obscure, et bientôt nous n'eûmes même plus la clarté des rares réverbères. De toute évidence, le professeur avait étudié le chemin que nous devions suivre car il avançait sans la moindre hésitation. Pour moi, j'aurais été bien embarrassée s'il m'avait fallu dire où je me trouvais. Nous rencontrions de moins en moins de gens, si bien que, finalement, nous fûmes même étonnés de croiser des policiers à cheval qui patrouillaient. Parvenus enfin au mur du cimetière, nous l'escaladâmes. Non sans quelques difficultés car nous ne connaissions pas l'endroit et il y faisait plus obscur encore que sur la route. Nous trouvâmes le tombeau de la famille Westenra. Le professeur tira la clé de sa poche, ouvrit la porte grinçante, puis, très poliment mais sans doute inconsciemment, recula d'un pas pour me laisser passer le premier. Cette amabilité, dans une circonstance aussi lugubre, avait quelque chose d'ironique. Mon compagnon me suivit, referma la porte avec précaution, et après s'être assuré que la serrure n'était pas une serrure à ressort, car, dans ce dernier cas, notre situation eût été des plus mauvaises,
Il prit alors dans sa trousse une boîte d'allumettes et un morceau de bougie qui devait nous éclairer. Le tombeau, lorsque nous l'avions vu dans la journée garni de fleurs fraîches, donnait déjà le frisson. Mais maintenant que quelques jours s'étaient écoulés depuis les funérailles, que toutes ces fleurs étaient fanées, les pétales blancs virant au roux et les feuillages brunissants, que les araignées et autres petites bêtes régnaient à nouveau ici, que la pierre délavée par le temps apparaissait, ainsi que le mortier, recouverte de poussière et les fers rouillés, que les cuivres ternis et les plaques d'argent également ternies reflétaient faiblement la clarté de la bougie, le spectacle passait en sombre horreur tout ce que l'imagination eût pu concevoir. Même si on avait tenté de le repousser, malgré soi, on éprouvait le sentiment que la vie animale, n'était pas seule à disparaître à tout jamais. Van Helsing procéda avec méthode, tenant la bougie en sorte qu'il pût lire les inscriptions sur chaque cercueil et en sorte que la cire, aussitôt qu'elle tombait sur les plaques d'argent, se figeait en taches blanches, chercha et trouva le cercueil de Lucie. Il se pencha à nouveau sur son sac et cette fois y prit un tournevis. « Qu'allez-vous faire ?» demandai-je. « Ouvrir le cercueil. Alors, peut-être, vous me croirez. » Il se mit à dévisser le couvercle, puis il enleva. L'enveloppe de plomb apparut. C'était plus que ce que je pouvais supporter. Cela me semblait être un affront à la morte, semblable à celui qu'on lui eût fait de son vivant si on l'avait déshabillée pendant qu'elle dormait. Pour l'arrêter, je saisis la main du professeur, mais il me dit simplement « Vous allez voir ». Et il prit dans son sac une petite scie. Enfonçant le tournevis dans le plomb d'un coup si vif que je reculai de surprise, il y fit un trou assez grand pour y introduire la pointe de la scie. Je pensais qu'allait se dégager l'odeur des gaz d'un cadavre déposé là depuis 8 jours, et je reculai encore vers la porte. Mais le professeur poursuivait sa tâche, comme s'il ne se souciait de rien d'autre que du résultat final. Il scia le cercueil de plomb d'un côté, puis en travers, puis de l'autre côté. Retirant alors la partie ainsi détachée et approchant la bougie de l'ouverture, il me fit signe d'approcher. J'avançai de quelques pas. Je regardai. Le cercueil était vide. Le choc pour moi fut considérable, mais Van Helsing, lui, demeura impassible. Plus que jamais, il savait qu'il avait raison. « Vous me croyez à présent, mon cher John. Vous êtes convaincu. » Je sentis se réveiller en moi mon penchant naturel à la discussion. « Je suis convaincu que le corps de Lucie n'est pas dans le cercueil. Mais cela ne prouve qu'une chose. » « Laquelle, mon cher John ? » « Eh bien que le corps n'est pas dans le cercueil. » Le raisonnement est juste. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'il ne soit pas là ? Peut-être s'agit-il d'un voleur qui déterre les cadavres, ou peut-être le corps a-t-il été volé par les hommes de l'entrepreneur des pompes funèbres. Mais je m'en rendais compte, je ne disais que des sottises. Et pourtant c'était la seule explication que je trouvais. Le professeur soupira. « Bon, fit-il, il nous faut donc une autre preuve. Venez avec moi. » Il remit en place le couvercle du cercueil, rassembla ses outils, souffla la bougie et la laissa tomber dans le sac avec les outils. Nous ouvrîmes la porte et sortîmes. Il referma la porte à clé, puis il me tendit la clé. « Vous voulez la prendre ?» me demanda-t-il. « Peut-être alors ne douterez-vous plus. » Je me mis à rire, d'un rire peu joyeux, je le reconnais, en lui faisant comprendre d'un geste qu'il pouvait la garder. « Une clé, dis-je. Qu'est-ce que ça signifie ? Il en existe peut-être plusieurs exemplaires, et en tout cas, cette serrure ne doit pas être difficile à crocheter. » Sans répondre, il mit la clé en poche. Alors il me dit de me cacher non loin de là derrière un if, afin d'observer ce qui se passait, tandis que lui-même irait surveiller l'autre partie du cimetière. Une fois derrière l'if, je vis s'éloigner sa silhouette sombre, puis les arbres et les monuments funéraires m'empêchèrent de la distinguer. Cette solitude m'impressionnait. J'entendis sonner minuit à un clocher lointain, puis 1 heure, puis 2 heures. J'avais froid. J'en voulais à Van Helsing de m'avoir entraîné dans un tel lieu,
et je m'en voulais encore plus d'avoir accepté d'y venir. Et si j'avais trop froid, et si j'avais trop sommeil pour observer très attentivement tout ce qui pouvait se passer autour de moi, je n'étais pas assez endormie pourtant pour ne pas remplir la tâche que le professeur m'avait confiée. De sorte que, de toute façon, les moments que je passais furent des plus pénibles. Soudain, comme je me retournai, j'eus l'impression de voir comme une traînée blanche qui se glissait entre deux ifs de l'autre côté du tombeau. En même temps, se précipitant vers elle, une masse sombre arriva de l'endroit où se trouvait le professeur. À mon tour, je voulus avancer, mais il me fallait contourner les tombes et je trébuchai plus d'une fois. Le ciel était couvert et un coq chanta au loin. À quelque distance, derrière les genévriers qui bordaient l'allée menant à l'église, apparut une silhouette blanche, à vrai dire presque indistincte, qui s'en venait vers le tombeau. Celui-ci m'étant caché par des arbres, il me fut impossible de voir dans quelle direction la silhouette avait disparu. Mais bientôt, j'entendis que l'on marchait réellement à l'endroit même où était passée la silhouette blanche, et je vis, avançant vers moi, le professeur qui tenait dans ses bras un tout jeune enfant. Dès qu'il fut près de moi, il me le montra et me demanda « Eh bien, maintenant, est-ce que vous me croyez ?»« Non. » »« Vous ne voyez donc pas cet enfant ?»« Si, je vois cet enfant, mais qui donc l'a amené ici? Et est-il blessé ?»« Nous le saurons bientôt, » me répondit le professeur. Et sans nous consulter, nous nous dirigeâmes l'un et l'autre vers la sortie du cimetière, Van Helsing portant l'enfant. Nous nous arrêtâmes sous un bouquet d'arbres où, à la flamme d'une allumette, nous examinâmes la gorge de l'enfant. On n'y voyait pas la moindre égratignure. « Est-ce que je n'avais pas raison ?» demandai-je triomphant. « Nous sommes arrivés à temps », s'écria Van Helsing visiblement soulagé. Qu'allions-nous faire de cet enfant? Si nous le portions à un poste de police, il nous faudrait à tout le moins expliquer comment nous l'avions trouvé. Nous décidâmes plutôt de l'emmener dans la lande. Dès que nous entendrions approcher un agent de police, nous abandonnerions le bambin à un endroit où l'homme ne manquerait pas de le voir et nous rebrousserions chemin sans perdre une minute. Tout se passa au mieux. À peine arrivés sur la lande, nous entendîmes le pas lourd d'un policier et, après avoir étendu l'enfant dans le sentier, nous attendîmes cachés jusqu'à ce que sa lanterne éclairant soudain le pauvre petit, l'agent de police poussa un cri d'étonnement. Rassurés alors sur le sort de celui que nous venions de sauver de justesse, nous nous éloignâmes en silence. Nous eûmes la chance de trouver presque aussitôt un fiacre et nous revînmes en ville. Incapable de m'endormir, j'ai relaté ces faits. Mais je vais malgré tout essayer d'avoir quelques heures de sommeil, car Van Helsing doit venir me prendre à midi. Il veut que je l'accompagne dans une autre expédition. 27 septembre. Il était 2 heures passées quand enfin nous avons pu risquer cette seconde tentative. L'enterrement prévu pour midi venait de se terminer, et les retardataires avaient lentement franchi la grille du cimetière lorsque, de derrière le buisson qui nous servait de cachette, nous vîmes le fossoyeur qui refermait la grille à clé avant de partir à son tour. Nous savions que, à partir de ce moment, nous étions parfaitement libres d'agir comme nous l'entendions, et cela jusqu'au lendemain matin. Mais le professeur m'avertit qu'1 heure tout au plus nous suffirait. Comme la veille, j'éprouvais le sentiment de l'horrible réalité des choses, où tout effort de l'imagination semble vain. Je savais parfaitement que, en accomplissant cette tâche sacrilège, nous encourions les sanctions de la loi. Et en outre, j'étais persuadée de l'inutilité de tout cela. S'il avait été odieux d'ouvrir un cercueil de plomb pour voir si celle que l'on y avait mise près de 8 jours auparavant était réellement morte, c'était maintenant pure folie que de vouloir à nouveau entrer dans le tombeau, maintenant que nous savions, l'ayant vu de nos yeux, que le cercueil était vide. Cependant, je préférais ne rien dire de ce que je pensais, car lorsque Van Helsing s'était mis quelque chose en tête, rien ne pouvait l'en détourner. Il prit la clé, ouvrit la porte du caveau et, comme la veille, s'effaça poliment pour me laisser passer. L'endroit ne paraissait pas aussi affreusement lugubre que pendant la nuit. Et pourtant,
Quel air misérable lui donnait le faible rayon des soleils qui y pénétrait par l'entrebâillement de la porte. Van Helsing s'approcha du cercueil de Lucie et je fis de même. Se penchant, de nouveau, il retira la partie du cercueil de plomb qu'il avait scié. Alors, quelle ne fut pas encore une fois ma surprise mêlée d'horreur. Lucie était étendue là, telle exactement que nous l'avions vue la veille de son enterrement. Et même, chose étrange, d'une beauté plus radieuse que jamais. Je ne pouvais pas croire qu'elle fût morte. Les lèvres étaient aussi rouges, non plus rouges que de son vivant, et les joues délicatement colorées. « C'est un tour de passe-passe » demandai-je. « À présent, vous en êtes convaincu » me dit Van Helsing en guise de réponse. Et tout en parlant, il tendit la main vers la morte. D'un geste qui me fit frémir, il releva les lèvres, découvrit les dents blanches. « Regardez, » reprit-il. « Regardez, elles sont devenues plus pointues. C'est avec celle-ci, et il touchait les canines, qu'elle a mordu les enfants. Vous ne pouvez plus en douter maintenant, n'est-ce pas, mon cher John ?» À nouveau, je voulus discuter, réfuter ce qui lui paraissait si simple et qu'il m'était absolument impossible d'accepter. Peut-être est-on venu rapporter ici son corps depuis la nuit dernière. Ah oui? Et qui donc, je vous prie? Qui? Je n'en sais rien. Mais quelqu'un est venu la replacer dans son cercueil. En outre, elle est morte depuis 1 semaine. La plupart des morts après autant de jours déjà auraient pris une autre apparence. À ceci, je ne sus que répondre. Van Helsing pourtant ne parut pas remarquer mon silence. En tout cas, il ne manifesta ni dépit ni satisfaction. Il regardait attentivement le visage de la morte, soulevait les paupières, examinait les yeux. Et, encore une fois, il entr'ouvrit les lèvres pour examiner les dents. Il se tourna alors vers moi et me dit « Il y a pourtant quelque chose de différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous nous trouvons en présence d'un dédoublement de la vie que l'on ne rencontre pas souvent. Cette jeune fille avait été mordue par le vampire alors qu'elle était en état d'hypnose, de somnambulisme. Oh, vous sursautez. Il est vrai que cela vous l'ignoriez, mon cher John, mais je vous expliquerai plus tard. Et c'est lorsqu'elle était dans un état d'hypnose qu'il devait revenir lui sucer plus de sang encore. C'est toujours en transe qu'elle est morte, et en transe qu'elle est devenue une non-morte. C'est en cela qu'elle ne ressemble pas aux autres. D'habitude, lorsque les non-morts dorment chez eux, et il fit du bras un geste très large comme pour me rappeler que c'était dans les cimetières que les vampires étaient chez eux, leur visage révèle ce qu'ils sont. Mais celui-ci, qui était si doux avant que Lucie fût une non-morte, retournera au néant, notre fin à tous. Rien ici ne semble porter la marque du malin. Et c'est pourquoi ce m'est ainsi dur de voir de la tuer pendant qu'elle dort. » Je sentis mon sang se figer, et je m'aperçus que je commençais à accepter les théories de Van Helsing. Pourtant, si elle était réellement morte, devait-on frémir à l'idée de la tuer? Tiens, pardon. Il leva les yeux sur moi. Sans aucun doute, j'avais changé de sentiment car il me dit sur un ton presque joyeux « Ah, vous me croyez maintenant ?» « N'allez pas si vite, » lui répondis-je. « Je veux bien accepter votre idée. Je veux bien y réfléchir. Comment allez-vous faire ? » « Je vais lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail. Puis je lui enfoncerai un pieu dans le corps. » Je frémissais de plus en plus à cette idée qu'on allait mutiler ainsi le corps de la femme que j'avais aimée. Toutefois, mon émotion n'était pas telle que je l'aurais cru. Je commençais à frissonner en réalisant la présence de cet être, de cette non-morte comme l'appelait Van Helsing, et elle me devenait exécrable. L'amour serait-il soit tout subjectif, soit tout objectif? Un temps qui me sembla interminable se passa avant que Van Helsing ne se mît à l'œuvre. Il restait là, immobile, absorbé dans ses pensées. Finalement, il ferma son sac d'un geste sec et dit « J'ai réfléchi. Il faut agir pour le mieux. Si je suivais mon inclination, je ferais immédiatement, oui maintenant, à l'instant même,
ce qui doit être fait. Mais il faut penser aux conséquences. Et de celles-ci peuvent découler 1000 fois plus de difficultés que nous ne l'imaginons. C'est évident. Lucie n'a encore tué personne, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Si j'agissais maintenant, ce serait la mettre à jamais hors de danger. Mais d'autre part, nous devrons sans doute avoir recours à Arthur, et alors, comment lui expliquer tout ceci? Si vous, qui avez vu et la blessure à la gorge de Lucie et celle, les mêmes, de cet enfant que l'on a transporté à l'hôpital, si vous, qui, la nuit dernière, avez vu le cercueil vide, mais qui, aujourd'hui, y voyez à nouveau celle qui, une semaine après sa mort, n'en est devenue que plus belle, plus fraîche, plus colorée de visage, si vous, qui avez constaté tout ceci de vos propres yeux, et avez également la nuit dernière aperçu la silhouette blanche qui a amené l'enfant jusque dans le cimetière, et qui, malgré tout, pouvait à peine en croire vos yeux, comment, alors, espérer qu'Arthur, qui lui n'a absolument rien vu, pourrait y croire? Méfiant, il se demandait pourquoi je l'ai empêché d'embrasser la jeune fille au moment de sa mort. S'il m'a pardonné, c'est parce qu'il croit que c'est à la suite d'un diagnostic erroné que je l'ai empêché de lui dire adieu. Et maintenant, il pourrait croire que, par erreur également, elle a été enterrée vive. Enfin, que c'est nous, au comble de l'erreur, qui l'avons tuée. Et il soutiendra que c'est nous qui nous trompions du tout au tout et qui l'avons tuée à force de vouloir avoir raison. De sorte qu'il sera de plus en plus malheureux, cependant qu'il n'aura jamais de certitude absolue, ce qui est le pire de tout. Tantôt il pensera que celle qu'il aimait a été enterrée vive, et alors ses cauchemars seront d'autant plus atroces qu'il y verra les horreurs qu'elle a dû souffrir. Tantôt il se dira que nous avons peut-être raison, que sa bien-aimée était après tout une non-morte. Ah, je le lui ai déjà dit, mais à présent j'en suis certain. Il lui faudra traverser bien des amertumes avant d'atteindre le bonheur. Le pauvre garçon, hélas, vivra une heure où, pour lui, le ciel sera le plus noir. Mais ensuite, nous pourrons enfin agir en sorte que, jusqu'à la fin de ses jours, il connaisse la tranquillité d'esprit. Oui, maintenant allons. Vous retournez soigner vos malades. Moi, je reviendrai passer la nuit ici, dans ce cimetière. Et demain soir, à 10 heures, vous viendrez me chercher au Berkeley Hotel. Je vais écrire un mot à Arthur pour lui demander d'y venir également. De même qu'à ce jeune Américain qui, lui aussi, a donné son sang. Tous, nous aurons beaucoup à faire. Je vous accompagne jusqu'à Piccadilly, où nous mangerons un morceau car je veux être de retour ici avant le coucher du soleil. Nous refermâmes donc à clé la porte du tombeau. Puis nous nous dirigeâmes vers le mur du cimetière, que nous eûmes tôt fait d'escalader, et nous reprîmes le chemin de Piccadilly. Note laissée par Van Helsing dans sa valise au Berkeley Hotel et adressée au Dr. John Seward, 27 septembre. Mon cher John, j'écris ces lignes à votre intention, au cas où il m'arriverait malheur sans que je vous aie revu. Je retourne au cimetière surveiller les abords du tombeau. Je voudrais que la non-morte, Miss Lucy, ne le quitte pas cette nuit, afin que, demain soir, son envie d'en sortir n'en soit que plus grande. Aussi vais-je attacher à la porte du tombeau ce que la non-morte n'aime pas, de l'ail et un crucifix. Et cela suffira à garder la porte fermée, croyez-moi. Miss Lucy n'est qu'une jeune non-morte et elle se méfiera. D'ailleurs, l'ail et le crucifix l'empêcheront seulement de sortir, mais non pas d'avoir envie de sortir. Je resterai là toute la nuit, depuis le coucher du soleil jusqu'après l'aurore, de sorte que, s'il y a quelque chose à apprendre, je l'apprendrai. En ce qui concerne Miss Lucy, soit pour elle-même, soit venant d'elle, je n'ai aucune crainte. Mais quant à cet autre qui l'a rendue non morte, celui-là a maintenant le pouvoir de chercher sa tombe et de s'y réfugier. Il est extrêmement rusé. J'en ai la preuve non seulement par le récit de Mr. Jonathan, mais par les diverses façons dont il nous a joué lorsqu'il y allait de la vie de Miss Lucy. Et c'est nous qui avons perdu la partie. De fait, le non-mort est toujours très fort.
Dans sa seule main, il a la force de 20 hommes. C'est en vain que nous 4, l'un après l'autre, avons donné notre sang à Miss Lucy. En outre, il a le pouvoir d'appeler son loup et je ne sais encore quelles autres créatures. Bref, s'il vient au cimetière cette nuit, il m'y trouvera. Il se peut toutefois qu'il ne cherche même pas à y venir. Son terrain de chasse est plus guiboyeux que le cimetière où dort cette jeune non-morte et où veille le vieillard que je suis. N'importe. J'écris ces lignes pour que, si jamais, prenez tous les papiers que vous trouverez avec cette lettre, le journal de Harker et les autres, et lisez-les. Ensuite, essayez de trouver ce fameux non-mort, coupez-lui la tête, brûlez-lui le cœur, ou percez-le d'un pieu afin que le monde soit à tout jamais débarrassé de lui. Adieu donc, peut-être, Van Helsing. Non, peut-être qu'il est décédé. Non, quand même pas. Je rappelle, on n'est qu'à 55%. Hein. Journal de Dr. Seward, 28 septembre. Une nuit de sommeil est un étonnant bienfait à la vérité. Hier, j'acceptais presque les idées monstrueuses de Van Helsing. À présent, elles me paraissent un outrage au bon sens. Je ne doute pas que lui-même croit à tout ce qu'il raconte. Mais je me demande s'il n'a pas le cerveau un peu détraqué. Pourtant, il doit y avoir quelque explication rationnelle à toutes ces choses apparemment si mystérieuses. Se pourrait-il que ce soit l'œuvre du professeur lui-même ? Il est d'une intelligence à ce point extraordinaire que, si jamais il perdait la tête, il accomplirait son dessein, quel qu'il fût, avec une obstination que rien ne pourrait fléchir. Cette pensée me déplaît et, vraiment, quelle chose surprenante si l'on découvrait que Van Helsing est fou. De toute façon, je vais l'observer attentivement. Il faut que j'aie quelques lumières sur cet autre mystère. 29 septembre matin. Hier soir, un peu avant 10 heures, Arthur et Quincy sont entrés dans la chambre de Van Helsing. Le professeur nous a dit ce qu'il attendait de chacun de nous, mais il s'est tout spécialement adressé à Arthur, comme si nos volontés, dans une certaine mesure, dépendaient de la sienne. Il commença par exprimer l'espoir que tous trois nous voudrions bien l'accompagner. Car, précisa-t-il, nous avons à remplir là-bas un devoir aussi sacré que pénible. Vous avez sans doute été très surpris en lisant ma lettre, demanda-t-il à Lord Godalming. Oui, je l'avoue, répondit celui-ci. J'ai eu tant de causes, de chagrins, tant de préoccupations ces derniers temps, que je serais bien aise de pouvoir m'en passer maintenant. Quincy et moi avons beaucoup parlé de votre lettre. Nous nous demandions ce qu'elle signifiait exactement. Mais plus nous en parlions, moins nous comprenions. Si bien que quant à moi, je puis dire que j'ai beau chercher, je ne vois pas... Ni moi non plus, interrompit Quincy. Oh, fit le professeur. Alors, vous comprendrez plus vite que mon ami John ici présent, qui doit faire un long chemin en arrière avant de pouvoir même commencer à comprendre. De toute évidence, sans pourtant que j'en eusse dit un mot, il avait deviné que je doutais à nouveau. Puis, se tournant encore vers les deux autres, il leur expliqua avec gravité. « Je voudrais que vous me donniez la permission de faire cette nuit ce que je juge bon de faire. C'est, je le sais, vous demander beaucoup. Et lorsque vous saurez quelle est mon intention, seulement alors vous mesurerez mon exigence. Puis-je donc vous demander de me donner cette autorisation en restant dans l'ignorance de ce que je vais faire afin que, ensuite, si même vous m'en vouliez, chose qui me paraît très possible, vous n'ayez rien à vous reprocher. Voilà qui est parlé franchement, déclara Quincy. Je me fie au professeur. Je ne vois pas encore où il veut en venir, mais je sais que, en tout cas, son intention est honnête et cela me suffit. Je vous remercie, monsieur, dit Van Helsing. J'ai eu moi-même l'honneur de vous apprécier comme un ami sur qui l'on peut compter et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et il tendit la main à Quincy. Dr. Van Helsing, dit Arthur à son tour, je ne voudrais pas acheter chat en poche, comme on dit, et s'il s'agit d'une chose où mon honneur de gentleman ou ma foi de chrétien puissent être compromis, il m'est impossible de faire la promesse que vous me demandez.
Mais si vous m'assurez, au contraire, que ce que vous avez l'intention de faire ne met en danger ni l'un ni l'autre, je vous donne à l'instant entière liberté d'agir. Encore que sur ma vie, je ne comprenne rien à tout ceci. J'accepte vos conditions, répliqua Van Helsing. et tout ce que je vous demande, c'est que, avant de blâmer l'un ou l'autre de mes actes, vous réfléchissiez longuement et étudiez s'il tient compte de ces conditions. Entendu, Promit Arthur. et maintenant, puis-je vous demander ce que nous devons faire? Je voudrais que, dans le plus grand secret, vous veniez avec moi au cimetière de Kingston. Le visage d'Arthur s'allongea et le jeune homme demanda encore étonné. Au cimetière où la pauvre Lucie est enterrée? Le professeur fit signe que oui. Et alors? Reprit Arthur. Alors, nous entrerons dans le tombeau. L'autre se leva. Docteur Van Helsing, parlez-vous sérieusement ou n'est-ce pas plutôt quelques plaisanteries déplacées? Pardonnez-moi, je vois que vous parlez sérieusement. Il se rassit, mais il restait visiblement sur son quant à soi. Il y eut un silence, puis Arthur interrogea à nouveau. Et quand nous serons dans le tombeau, nous ouvrirons le cercueil. C'en est trop, s'écria Arthur en se levant, et cette fois avec colère. je veux bien être patient tant que nous demeurons dans le domaine du raisonnable, mais ceci, cette profanation de la tombe, d'un être qui... L'indignation l'empêcha de poursuivre. Le professeur le regarda avec pitié. Si je pouvais vous épargner une seule émotion, mon pauvre ami, Dieu sait que je le ferais, dit-il. mais cette nuit, il nous faudra marcher dans un sentier semé d'épines. Ou bien plus tard et à jamais, ce sera celle que vous aimez qui devra suivre des chemins de feu. Le visage blême, Arthur leva les yeux vers lui. Prenez garde, monsieur, prenez garde. Peut-être serait-il mieux pour vous que vous entendiez ce que j'ai à dire. Fit Van Helsing. Après tout, alors, vous connaîtriez exactement mon intention. Vous voulez la connaître. Ce serait juste, intervint Maurice. Van Helsing resta silencieux un moment, puis reprit en ne parvenant pas toutefois à cacher combien cela lui était pénible. Miss Lucy est morte, n'est-ce pas? Bien sûr, nous le savons. Dans ce cas, rien ne peut lui nuire. Pourtant, si elle n'est pas morte... Arthur d'un bond se leva. Grand Dieu, s'écria-t-il. Que voulez-vous donc dire? S'est-on trompé? L'a-t-on enterrée vive? Je n'ai pas dit qu'elle vivait, mon garçon. Et je ne le pense pas. J'ai simplement dit qu'il se pourrait qu'elle fût une non-morte. Note de bas de page. Le non-mort était le titre initial de Dracula. Et ouais. Vous le saviez? Bah maintenant vous le savez. Non morte et non vivante cependant. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce un cauchemar ou quoi? Il y a des mystères que l'esprit ne fait qu'entrevoir et que les siècles, l'un après l'autre, ne peuvent éclaircir qu'en partie. Croyez-moi, nous sommes en présence d'un de ces mystères, et nous allons peut-être en trouver la clé. Mais je continue si vous le permettez. Puis-je couper la tête à feu Miss Lucy? Par le ciel et la terre, non! S'écria Arthur avec colère. Je ne consentirai jamais à ce qu'on mutile son cadavre. Docteur Van Helsing, vous me soumettez à une épreuve qui dépasse les bornes. Que vous ai-je donc fait pour que vous me torturiez de la sorte? Et qu'a fait cette pauvre et douce enfant pour que vous vouliez déshonorer ainsi sa tombe? Est-ce vous qui êtes fou pour proférer des paroles semblables ou est-ce moi qui suis fou de les écouter? Dès maintenant, ne pensez plus pouvoir profaner cette tombe, je n'y consentirai pas. J'ai le devoir de la protéger, et Dieu m'est témoin que je remplirai ce devoir. Van Helsing quitta le fauteuil où il était resté assis pendant tout ce temps, et répondit très sérieusement. Moi aussi, Lord Godalming, j'ai un devoir à remplir, un devoir envers d'autres, un devoir envers vous-même, un devoir envers la morte. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est de m'accompagner là-bas afin que vous puissiez voir et écouter.
Et si, plus tard, je vous adresse encore la même requête et que vous ne soyez pas impatient d'y répondre, alors, je ferai mon devoir, quel qu'il m'apparaisse. Ensuite, afin d'accéder aux vœux de votre seigneurie, je me tiendrai à votre disposition pour vous expliquer ce dont je me serai rendu compte. » Sa voix faiblit un moment, puis il reprit à nouveau et comme pitoyable à lui-même. Mais, je vous en supplie, ne soyez plus en colère contre moi. Tout au long de mon existence, j'ai souvent eu à faire des choses qui ne m'étaient pas agréables, qui même, parfois, me déchiraient le cœur. Jamais je n'ai eu à remplir un devoir aussi pénible que celui qui m'attend. Croyez-moi, si un jour vient où vos sentiments changent à mon égard, un seul regard de vous aura tôt fait de dissiper jusqu'au souvenir de cette heure si triste, car je ferai tout ce qu'il est humainement possible de faire pour vous épargner trop de chagrin. Car pensez-y, pourquoi me donnerais-je tant de peine? Pourquoi me ferais-je tant de soucis? Je suis venue de Hollande pour soigner de mon mieux une malade. D'abord, je voulais répondre à l'appel de mon ami John. Ensuite, j'ai voulu tout mettre en œuvre pour guérir une jeune fille qui, peu à peu, à moi aussi, m'a inspiré une véritable amitié. Je lui ai donné, j'ai quelque honte à le rappeler, encore que je le rappelle avec émotion et presque avec tendresse, mon propre sang, comme vous-même lui avez donné le vôtre. Oui, je lui ai donné mon sang, moi qui n'étais pas, comme vous, son fiancé, mais seulement son médecin et son ami. Je lui ai consacré des journées entières, des nuits entières, non seulement avant sa mort, mais aussi après sa mort. Et si ma propre mort pouvait adoucir un peu son sort, maintenant qu'elle est cette morte non morte, je mourrais très volontiers. Il y avait, dans la manière dont il parlait, une douce et grave fierté, et je compris qu'Arthur en était profondément ému. Il prit la main de Van Helsing et dit d'une voix brisée: « Oh, comme tout cela est pénible, triste et difficile à comprendre. Pourtant je vais vous accompagner au cimetière. Nous verrons,